Le cercle RH aujourd'hui, un conseil de taille pour les recruteurs. Soignez l'expérience candidat lors de vos entretiens d'embauche. À retenir si vous ne voulez pas voir filer les talents. C'est la dernière étude Cadre Emploi qui révèle qu'ils sont 7 sur 10 prêts à refuser une offre si l'expérience de recrutement est négative. Bonne nouvelle, des solutions existe, l'utilisation du jeu, par exemple, de la réalité virtuelle. Toutes ces nouvelles technologies peuvent vous aider à rendre l'expérience candidat vraiment originale. On en parle aujourd'hui avec 3 spécialistes RH qui les ont testés. Caroline Mignot nous accompagne, hôte du podcast Marketing Square et cofondatrice de l'application Refer, un outil de networking basé sur la recommandation. On vous connaît bien dans Smart Job. Caroline Mignot, merci de nous accompagner. Merci. Merci d'être là. Charles de Fréminville nous accompagne également, DRH de Lucas. Lucas, spécialiste des logiciels administratifs et RH, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job. Et Virginie Chevaillard nous accompagne également. Chevaillard, Oui. Chevaillard, oui. Directrice des opérations RH France de Devoteam. Devoteam, spécialiste du conseil en technologie et en management pour les entreprises. Bienvenue également. Je le disais donc, 70% des candidats sont prêts aujourd'hui à refuser une offre en raison d'une expérience de recrutement négative. Charles de Fréminville, est-ce que vous constatez également de votre côté ce phénomène? Est-ce que ça vous étonne, ce chiffre? Alors, ce chiffre ne m'étonne pas, mais heureusement, chez Lucas, on n'a pas une telle statistique, puisqu'on a effectivement un processus qui permet de garantir une bonne expérience candidat, et à la fois pour le candidat, mais aussi pour le recruteur, parce que c'est important, ce processus-là, il va dans les deux sens. Bien sûr. Et effectivement, on essaye déjà dès les prémices, c'est-à-dire avant même que le candidate, qu'il ait une bonne image de Lucas, que derrière la fiche de poste soit claire, qu'on ait aussi un processus rythmé, et puis aussi un point qui est essentiel, qu'on vérifie que la culturation puisse bien se passer, et donc qu'on soit très clair les uns les autres sur la culture que propose Lucas, et puis sur l'appétence du candidat à la rejoindre. Je vais évidemment tous vous poser la question des processus de recrutement que vous mettez en place au sein de vos sociétés. Caroline Mignot, avant c'était le candidat qui était sous pression, qui cherchait à faire bonne impression lors d'un entretien d'embauche. À quand remonte, selon vous, cette inversion du rapport de force? Est-ce qu'il est plus vrai aujourd'hui dans certains secteurs, certains métiers? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un switch quand même. Oui, il y a eu un switch. Moi, je dirais que ça a vraiment commencé là, pendant le Covid, parce que la guerre des talents, et notamment dans la tech, elle s'est vraiment accentuée à ce moment-là. Effectivement, il y a des profils qui sont de plus en plus rares. C'est de plus en plus facile de monter sa boîte et de se mettre en statut indépendant. Donc ça, c'est une tendance qui est déjà prégnante aux États-Unis et qui arrive très très fort en France. Il y a également l'économie des créateurs qui a été accélérée par les réseaux sociaux. Maintenant, on peut vivre de sa passion, tout ça. Donc, il y a un peu une fuite des talents vers des positions plus indépendantes. Et donc, les marques doivent renforcer leur première impression. Et finalement, c'est vraiment comme de la séduction. On n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne première impression. Et maintenant, en fait, ça commence dès le processus de recrutement, ce jeu-là entre marque et candidat. 70% des candidats en France prêts à refuser une offre d'emploi en raison d'un recrutement ou d'une vision du recrutement négatif. Vous, ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Enfin, on est tous les 3 du domaine de la tech. Aujourd'hui, sur notre secteur d'activité, on a en moyenne, dans notre monde de la tech, un candidat sur 5 qui ne va pas aller au bout du process, lié à cette expérience candidat, mais aussi ce dont parlait Caroline, c'est-à-dire on a une telle pénurie de ressources, ils sont sursollicités, donc il faut tout de suite les capter et les tenir jusqu'au bout. Quand je dis 1 sur 5, c'est des gens qui vont arrêter soit après l'entretien, soit même après la signature du contrat de travail et qui ne vont pas venir le jour J. Voilà. Est-ce que la question du salaire, on va rentrer, je le disais évidemment dans des exemples très concrets, mais en entretien d'embauche, est-ce que la question du salaire, du travail hybride, on en parle beaucoup aujourd'hui, moi je voudrais 3 jours en télétravail, 2 jours en présentiel, tout ça s'est passé au second plan, il faut séduire son potentiel futur salarié d'une autre manière, lui montrer qu'on a une culture d'entreprise, une stratégie intéressante, originale, Caroline Mignot? Oui, originale, et puis il faut montrer qu'il y a de l'expérience en fait. Il faut montrer qu'en venant dans cette boîte, c'est une boîte pas comme les autres, donc c'est là le jeu en fait de se démarquer. Aujourd'hui, tout le monde a des tickets resto, tout le monde a des beaux salaires. Ce qui fait rêver, c'est vraiment de se sentir intégré, diversité, inclusion. C'est pas que des paroles en l'air. Les candidats, ils ont envie de sentir qu'il y a de l'international, qu'ils ont des possibilités de progression, qu'ils ont des possibilités aussi de pouvoir eux-mêmes s'internationaliser, aller dans d'autres bureaux, du mentorat. Donc en fait, ils veulent progresser plus vite, plus fort. Ce qui est génial aussi pour les recruteurs, parce qu'on a des candidats qui ont quand même la niaque.
Charles de Fréminville, vous vouliez réagir sur ces facteurs Je suis tout à fait d'accord avec ces facteurs, internationalisation, Ouais. progresser, etc. Et puis sur le salaire, nous, par exemple, un élément pour affirmer notre culture, c'est aussi la transparence des salaires qu'on fait chez Lucas. C'est-à-dire que non seulement on a des salaires qui sont attractifs, mais en plus, on joue le jeu de la transparence, qui parfois est un mot qu'on agite comme ça pour dire venez chez nous, on est transparent. Nous, ça se traduit notamment par la transparence des salaires, c'est-à-dire que tous les collaborateurs de Lucas peuvent voir les salaires de tous les collaborateurs de Lucas. Et puis il y a aussi d'autres éléments dans lesquels on incarne la transparence avec les KPI et les indicateurs de performance commerciale qu'on partage toutes les semaines. Donc on essaie d'incarner cette culture-là. Et ça, c'est visible dès l'expérience candidat pour qu'ils s'en rendent compte. Mais justement, expérience candidat, moi c'est une question, on met aujourd'hui le terme expérience un peu à toutes les sauces. Je ne sais pas si je peux vous poser cette question. Vous, quelle est votre définition de l'expérience candidat? C'est quoi faire vivre une expérience à un candidat? L'expérience candidat, elle commence très tôt, puisqu'elle commence même par la lecture de tout le contenu qu'on peut avoir sur Internet, dans ce qu'on appelle l'inbound recruiting, qui va être déjà un premier contact avec l'entreprise, et puis elle s'arrête à la phase de onboarding. Donc, c'est pas seulement le jour J quand j'arrive, mais effectivement, mes premiers mois dans l'entreprise vont être cruciaux. Il y a de plus en plus de porosité, en fait, entre l'expérience candidat et collaborateur, et c'est pour ça on souhaite soigner, mais de la même façon, les candidats que les collaborateurs. Il faut être cohérent en effet avec la suite aussi. C'est pas juste le jour J, le jour de l'entretien d'embauche. On en parlera évidemment. Bon, pour rentrer dans le sujet, nouvelle technologie, je le disais, test de personnalité, exercice en situation. Des fois on endosse des rôles, on nous fait jouer des rôles. Quelles sont les applications sur lesquelles le processus de recrutement peut aujourd'hui s'appuyer? Caroline Mignot, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Nous, déjà, chez Refer, l'application que je développe, on est parti du constat que recruter via son réseau, c'était un super bon moyen de dérisquer ce qu'on appelle le culture fit, c'est-à-dire l'adéquation entre la vision, les valeurs, la mission du candidat. Et donc, forcément, quelqu'un qui est déjà en interne et qui va coopter un nouveau candidat, on pense que c'est une super façon de renforcer l'engagement des collaborateurs et aussi de préqualifier les candidats qui arrivent, puisqu'il y a un filtre à l'entrée. Et ça va aussi soulager les RH, donc c'est une bonne nouvelle. Et il y a aussi des expériences qui sont assez sympas que je vous communique là, et je pense ça va être un bon rebond vers ce que vous proposez, Charles. C'est pour le coup des applications comme Uber qui vont organiser in-app, donc depuis leurs propres applications. Par exemple, Uber à Boston ou à Seattle, ils vont organiser des hackathons qu'on peut joindre directement depuis l'app. Donc ils vont utiliser leur propre communauté, et la force de leur communauté, c'est-à-dire des candidats qui sont déjà potentiellement engagés, amoureux de la marque, et ils vont leur proposer du coup un test de préqualification de 6 minutes, un mini hackathon lié à l'application Uber. Il y a aussi McDonald's sur des jobs à plus fort volume qui va utiliser la vidéo pour justement dérisquer le fait que les candidats aient un bon relationnel. Et donc, vous pouvez postuler directement depuis Snapchat sous un format de 10 secondes. LinkedIn, la plateforme LinkedIn qu'on connaît bien, est en train de mettre en place le vidéo recrutement aussi pour préqualifier les candidats, avoir cette première approche vidéo en quelques secondes. Charles de Fréminville. Ouais, super raison. Alors je me dis, nous, Lucas, en fait, on crée des logiciels RH. Et donc on a la chance d'avoir 6000 clients. Alors après, je me dis, si on va faire directement de l'INAP sur nos 6000 clients, ce serait un peu aller sur leur plate-bande. Mais cette petite blague mise à part, oui, moi je suis d'accord, il y a tellement de moyens innovants pour le faire. Nous, ce qu'on aime bien, c'est la mise en situation. Tu parlais, Caroline, que je trouve vraiment intéressante, à travers un exercice qui, je pense, chez Lucas est assez différenciant, qui est le grand oral, qui vient un peu conclure notre processus de recrutement. En quoi il consiste ce grand oral? Ce grand oral, c'est à la fin, donc c'est la dernière étape pour s'assurer donc que le culture fit est effectivement bon. Un collaborateur candidat va faire une présentation sur un sujet de son choix, qui peut être un sujet professionnel ou peut-être un sujet plus personnel, devant une dizaine de collaborateurs de Lucas, pas forcément de sa future équipe. Donc si je suis commercial, ça peut être devant des commerciaux, mais aussi devant du marketing, même des développeurs, de la finance, des RH, sur un sujet de choix pour voir effectivement comment il parle avec passion d'un de ces éléments-là, pour voir comment il structure ses idées, pour voir comment il communique. Et ça permet aussi de tester l'appétence effectivement de ces candidats à la culture du dialogue qui est forte chez Lucas. Mais qu'est-ce que vous allez chercher justement dans ce grand oral? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un salarié qui serait venu pitcher une passion, par exemple, et qu'est-ce que ça vous a dit sur la personnalité de ce candidat? Alors en général, on essaie de garder une sorte de mystère, de voile de mystère autour des sujets de grand oral pour pas qu'effectivement les gens se disent mais alors qu'est-ce que c'est? Donc on dit rien au candidat. D'accord. Mais quand même, on est entre nous. Donc je vais vous en dire un. Moi, il y a par exemple une candidate qui m'a bluffé avec un sujet de grand oral sur comment Elon Musk s'était fait recaler d'une boîte de nuit à Berlin. Et je trouve que la candidate travaillait à Berlin, donc on a senti qu'elle était un peu fêtarde, mais qui était aussi intéressée par la tech, et donc elle abordait ces différents sujets de manière très pédagogique. On a une autre candidate qui a fait un truc extraordinaire. Elle a eu que des 5, parce qu'à la fin, tous les collaborateurs s'expriment sur la qualité du candidat en faisant une sorte d'interview vidéo sur ce que les gens de sa ville pensaient de sa ville. Et donc elle a fait une sorte de micro-trottoir comme ça avec un petit micro Lucas. Bref, on voit la créativité, on voit des personnalités qui émergent lors de ces échanges-là, et c'est vraiment
super intéressant pour nous. Vous, chez Devoteam, vous faites appel aux jeux vidéo même plus précisément. Ça veut dire quoi? Vous faites jouer le candidat à un jeu? Effectivement, Ouais. on fait appel à cet univers du gaming depuis 2016. On a mis en place le DevoGame pour les profils les plus juniors. Donc alors au début, on était sur une logique d'hackathon, un peu un escape game. Il fallait résoudre une énigme et on présélectionnait nos candidats de cette façon-là. Et puis en 2022, on a souhaité, ce que je vous disais tout à l'heure, créer la relation davantage avec nos collaborateurs. Donc on les a fait se rencontrer parce qu'on a un club de gaming avec plus de 400 personnes. Ils se sont confrontés dans une salle de jeu à nos étudiants et donc c'est comme ça qu'on découvre les soft skills des candidats, qu'on les présélectionne, y compris avec des jeux qui aussi ont cette utilité, qui permettent de sortir des rapports de manière très précise. On a par exemple un jeu dans une salle de cuisine. Ouais. Donc les candidats arrivent, ils doivent réaliser des plats et donc là on va tout de suite voir qui prend du leadership, qui va être réactif, qui va bien travailler en équipe, etc. Excuse-moi de vous poser la question, ça marche plutôt sur les jeunes, ce Alors, test du jeu vidéo? Pas seulement. Vous savez seulement. que le monde, pourquoi on a choisi aussi l'univers de gaming, ça parle aux acteurs de la tech et puis plus globalement, c'est l'univers des millennials. Ouais. Donc on est quand même sur une tranche d'âge assez large qui a l'habitude de baigner dans cet univers et c'est aussi une façon de les capter, de les rencontrer différemment, de créer un lien. Sur une passion commune, j'allais dire. Vous disiez que vous arriviez à en dégager des compétences, des soft skills. Lesquelles, par exemple? Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de faire passer nos valeurs de collaboration, d'ambition. On ne cherche pas seulement un travail aujourd'hui quand on est dans le monde de la tech, non mais on cherche aussi cet environnement. Donc on cherche à leur montrer qu'en rejoignant Devoteam, ils rentrent dans un environnement convivial. Et après, en termes de soft skills, le panel est très large. Je vous parlais de l'esprit d'équipe, de réactivité, toutes les tendances comportementales. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se voir à travers le jeu vidéo. Caroline Mignot, c'est les deux, c'est-à-dire qu'on cherche à déceler des compétences évidemment chez le candidat qui postule. On cherche aussi à se mettre en avant et à montrer que notre entreprise, qu'on est innovant, qu'on sait innover. Je pense qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé qui va se développer très très fort sur le process de recrutement, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle de type ChatGPT dont vous avez peut-être entendu parler, GPT-3, GPT-4 qui sortira d'ici 2 ans, ça va être plutôt axé sur la vidéo, mais en général ce qu'on sait là, c'est que c'est déjà massivement utilisé pour justement accompagner le candidat quand on ne peut pas le faire parce que, comme disait Charles, on reçoit énormément potentiellement de candidatures, tout trier à la main c'est compliqué, il faut créer du dialogue, mais est-ce qu'on est suffisamment staffé en interne selon son entreprise pour le faire? Donc je pense que ces IA conversationnelles, et IBM l'a déjà mis en place aux États-Unis, a créé un assistant IA qui s'appelle Mon cher Watson et qui va orienter le candidat selon justement un test de personnalité, ses soft skills, tout ça, il va l'orienter vers tel ou tel job et il va l'accompagner après pour voir avec lui et préqualifier le bon job pour lui. Ça, je pense que c'est des expériences de recrutement qui vont se développer aussi dans le futur. Alors moi j'ai un petit bémol à mettre à ce que vous venez de dire, enfin c'est pas moi qui le mets, en tout cas c'est l'étude Cadre Emploi encore une fois qui le dit, 71% des Français préfèrent passer des entretiens encore en physique. Tout de même, est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce que ce qu'on s'est dit juste avant sur l'intérêt des nouvelles technologies contredit ce que nous dit l'étude? Charles de Fréminville. C'est un signe de culture d'entreprise, d'utiliser une solution IA, d'utiliser ChatGPT. Par exemple, nous, chez Lucas, on est 450 collaborateurs. On pense que l'humain, c'est essentiel. Donc, on a investi des ressources suffisantes dans l'équipe RH pour avoir une approche manuelle de chacune des candidatures. Et je pense que ça se sent. Et effectivement, c'est pas la même chose. C'est parfois peut-être plus efficace de passer par l'intelligence artificielle, mais c'est aussi, je pense, perçu par certains candidats comme un signe d'écoute, comme un signe d'empathie, de parfois avoir ce travail à l'ancienne, un peu oldie, de revoir chacune des candidatures manuellement et individuellement. Sur ce paradoxe entre un candidat qui a tout de même envie de rencontrer son employeur en face à face, et puis sur l'intérêt tout de même du gaming ou de la gamification. Pour moi, je pense que ce sont deux choses complémentaires. C'est-à-dire, je vois l'IA comme une aide à la décision, une aide à la présélection, mais ce moment de rencontre, il est fondamental et on n'empêchera jamais, il ne faut surtout pas empêcher le fait que ce soit un recruteur, un manager, un expert qui, au final, prenne la décision. Voilà. Mais je pense que ça peut faire gagner du temps
Et je pense aussi que ça peut être un avantage côté candidat parce que c'est l'occasion de répondre à toutes ces questions de manière continue. On n'est pas obligé d'appeler à telle heure ou de rencontrer la personne à tel moment. On veut en savoir plus sur l'entreprise. On peut pousser du contenu et avoir énormément d'informations à tout instant. Ça, c'est devenu très important. Par exemple, nous, dans la phase de pré-onboarding, à partir du moment où on a signé son contrat de travail, maintenant, on pousse du contenu en e-learning à nos candidats pour qu'ils découvrent l'entreprise en amont et qu'ils arrivent, comme je vous disais, en étant déjà familiers avec l'entreprise qu'ils intègrent. Moi, en vous écoutant tout à l'heure, on a l'impression tout de même que toutes ces applications, surtout ces applications technologiques aussi, permettent de tester davantage la personnalité du candidat. Aujourd'hui, ses compétences comportementales plutôt que ses compétences techniques. Je vais être un peu crue, mais ces compétences techniques, elles n'intéressent plus aujourd'hui les employeurs. Charles de Fréminville, Caroline Mignot, la personnalité dit peut-être plus aujourd'hui d'un candidat sur la manière dont il va s'adapter, évoluer dans une entreprise. Finalement, les compétences techniques, on verra plus tard. Non, pour le coup, je pense que il faut raisonner en termes de et pas en termes de ou. Oui. C'est-à-dire que nous, dans notre processus, on a d'abord effectivement un screening avec le candidat, donc en premier échange, et effectivement ensuite, il y aura une revue avec un test technique, ça c'est systématique pour tous les postes, et donc même pour les postes qui pourraient sembler, entre guillemets, avec plus de soft skills, tu vois, par exemple nous les RH ou les office managers, ils ont aussi des tests techniques pour vérifier qu'ils sont bons. Ensuite, il y a une rencontre avec l'équipe, parce qu'effectivement, je parlais du grand oral, mais il y a aussi une rencontre avec l'équipe avec laquelle j'interagis, et puis ensuite ce grand oral-là. Donc pour moi, c'est les deux, et effectivement, l'exigence, elle est renforcée et pas un qui remplace l'autre. Et la technologie permet de tester les deux. C'est vrai qu'il y a des tests aussi, il y a des technologies qui permettent aujourd'hui de mettre le candidat en situation et de tester ses compétences techniques. LinkedIn notamment est en train de mettre ça en place de plus en plus, et ce que vous disiez, ça me rappelait très fort les mots du CEO de LinkedIn qui disait maintenant en fait c'est la primauté des compétences sur l'expérience. Donc les compétences sont hyper importantes. C'est finalement l'expérience qui est devenue un peu caduque parce que aussi les recruteurs cherchent la fameuse courbe d'apprentissage. Et ça en fait, comment savoir qu'un candidat à l'instant T, il va progresser plus vite qu'un autre qui est déjà plus expérimenté. Il n'y a pas longtemps, ils ont vendu aux enchères le formulaire d'application de Steve Jobs. 3 ans avant qu'il monte Apple, qui a rempli à l'arrache un papier. Ils ont vendu ça 200 000 $. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre que on pourrait manquer le prochain Steve Jobs juste parce qu'on a un formulaire à rallonge. Et en fait, avec ce formulaire d'expérience candidat, en fait, avec ce formulaire qui dit qu'est-ce que j'ai fait avant, avec le CV traditionnel, on ne peut pas déceler un Steve Jobs. On ne peut pas déceler ça. Donc voilà, c'était mon point. Ne laissons pas passer le prochain Steve Jobs. Donc c'est un mélange de deux, comme disait Charles. J'aimerais qu'on termine, il nous reste quelques secondes, sur l'après. Vous avez beaucoup parlé de onboarding. Est-ce qu'une expérience candidat efficiente lors d'un entretien d'embauche garantit une durée de vie de ce candidat plus longue dans l'entreprise? Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire à partir du moment où on a bien onboardé notre candidat, et c'est pour ça que je vous dis maintenant, on est même dans la phase de pré-onboarding. On commence, nous, nos managers sont des experts dans leur domaine. Ils prennent contact avec les candidats dès cette phase de pré-onboarding et ils les projettent sur leur carrière au sein de Devoteam dans la durée. Et ça, et notamment sur leur première mission, qui est un moment capital. Et c'est parce qu'on a réussi à les embarquer dès le début qu'on arrive à les garder. Et que ça se passe bien pour la suite. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui dans Smart Job. Caroline Mignot, Charles de Fréminville et Virginie Chevalière, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.